Et bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission de On n'est pas filmé, l'émission numéro 16. On est en chaleur totale, là, on n'en peut plus, on suffoque à la cité de chantier. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des coups de folie par nos chroniqueurs. On est une petite table en plus cette fois-ci. Donc comme on est un peu plus intimiste, ils vont un peu plus se lâcher. On a Raph par exemple. Comment vas-tu, Raph ? Voilà. Benjamin, on est autant que d'habitude et non mais on va pas faire des excès de foufou. Non, on est moins. On est moins, mais ça, oui, ça. On est autant que d'habitude, mais on est moins. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Aucune surprise. C'est le début de la fin. Ça va être une horreur cette émission. Ouais. Là, on suffoque énormément. C'est très bien. On a le retour de Seb, par contre. Comment vas-tu, Seb ? Très bien. Merci de m'accueillir. Ça faisait longtemps. Et Je oui. suis très heureux de revenir parmi vous. Tu nous avais manqué. Oui. Pour Moi tous aussi, ces vous m'avez manqué, effectivement. Oh. Je peux remercier les congés payés qui me permettent d'être ici aujourd'hui. Merci le Front Populaire. Si possible, on va te faire une cagnotte litchi et la prochaine fois pour que tu viennes plus souvent. Promis. On a aussi Aline qui voit justement Raph qui essaye de déconcentrer puisqu'il était en train de se sentir devant tout le monde. Ouais, je me suis. Ouais, c'était voulu et tout. Vous avez vu. J'ai vraiment perdu ce ton. On est filmé. Ça va pas déranger, on est radio. Et ils ont pas isolé de toute façon. Et en plus, il évalue. Mais bon, on verra ça tout au fil de cette émission. Et on a Lenny qui est déjà en total sueur comme nous. Tout ce qui te fait dire ça, c'est... Nickel. Je pense qu'avant la fin de l'émission, le studio deviendra une piscine rien que grâce à moi. Ah là, j'ai l'impression, mais t'inquiète pas, on va te suivre très vite, j'ai l'impression. Par contre, il y en a une qui est très bien dans sa petite régie, parce qu'elle a son petit ventilo privilégié, mais c'est normal, c'est Marion à la régie. Salut tout le monde. On est bien à la régie pour une fois. Ah bah oui, c'est bien, bah c'est cool, chacun ses privilèges. Mais c'est pas très grave, on va pas en parler ici. Par contre, ce qu'on va parler dans cette émission, c'est de films d'actualité, plutôt autour de l'étrangeté, puisqu'on va parler de Rumors, qui sort aujourd'hui, film complètement d'actualité pour le coup. Un autre film, si vous avez loupé, que vous pouvez très vite rattraper, The Gazer. On va faire une petite critique autour, et évidemment, comme le film de Cronenberg est sorti, Les Linceuls, on va revenir sur ce magnifique réalisateur, vous conseiller des petits films qu'il a fait tout au long de sa carrière. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais avant, évidemment, on revient sur 2-3 points actus et... On peut le dire, le Festival de Cannes arrive très rapidement. Alors, on a déjà un petit peu détaillé tous les films qui seront en compétition ou hors compétition. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est dans ce Festival de Cannes, c'est de possiblement voir les films au plus vite, de se faire tout ce palmarès, possiblement en hors compétition ou non, puisque évidemment on sait que c'est le moment propice. Et il y a à peu près donc 5 sorties ciné, il me semble, sur le mois de mai. Seb. Ouais, c'est ça. Sur la deuxième quinzaine de mai, il y aura 5 films, 2 qui sont en compétition et 3 qui sont présentés, dits hors compétition, qui sortiront directement dans les salles. Donc ça commencera avec le film habituel, c'est l'ouverture, donc qui sortira dès le 13 mai dans les salles, avec la possibilité le 13 mai, je pense qu'il y a beaucoup de salles qui vont le faire, je sais que le Café des Images va le faire, au Cabieux, à Ouistreham, ils le feront aussi, je crois aussi qu'à Cinénacre, à Douvres, ils le font, c'est-à-dire une soirée d'ouverture, c'est-à-dire avec la présentation et la diffusion en direct de la cérémonie d'ouverture, suivie, comme dans les conditions cannoises, de la première diffusion du film d'Amélie Bonin, qui s'appelle Partir un jour. Donc un premier film, c'est plutôt rare pour un film d'ouverture. Et il est en compétition Le film n'est pas en compétition, il est juste donc présenté en ouverture. Il y aura 2 autres films qui sortiront, l'un pendant sa présentation cannoise, c'est le film des frères Dardenne, Jeune Mère, donc qui sortira à Caen, ça sera au Café des Images, entre autres. Et puis juste après le Festival de Cannes, le nouveau film de Wes Anderson, The Phoenician Scale. Voilà, merci Wes Anderson. Voilà, donc, dans un film qui était annoncé comme Wes Anderson fait un peu autre chose, et puis quand on a vu la bande-annonce, on s'est dit non, en fait c'est la même chose qu'avant. Oui. Mais totalement. Voilà. Je suis pas d'accord. Non, ça a l'air de bouger un
petit peu plus que ces 3 courts-métrages à la mort moelle là sur Netflix que j'ai pas du tout aimé. C'était c'était une parodie de lui. Hein. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'il se parodie lui-même. Le mec c'est a pour créé ça un style de fou, mais du coup tout le monde le refait et lui-même se refait lui-même, il se réinvente pas. C'est pour ça que dans les images, je je rejoins quand même Seb, j'ai l'impression quand même qu'on va revoir un peu du Wes Anderson comme on a déjà vu. Oui, mais qui a l'air de bouger un peu plus quand même. Ok, bah En plus, il y a une nonne qui fait le dernier sacrement à un mec qui vient de se faire tuer devant elle à un moment, donc ça m'a fait rire. Ok. Si, c'est vrai, dans l'ascenseur. Oui, j'ai vu. Ok, bon, on va se baser là-dessus pour aller voir le film alors. Mais on fait Voilà. si peu. Et puis 2 films donc, qui seront présentés hors compétition et qui seront sortis à peu près en même temps. C'est le nouveau film de Cédric Clapiche, L'Avenue de l'avenir. Donc avec un casting français, XXL, Suzanne Lindon, etc. Je n'en sais pas beaucoup plus sur le film, il n'y a pas grand-chose. Et puis le nouveau Mission Impossible, donc Tom Cruise qui va aller faire la fête à Cannes, présentation, le dernier Mission Impossible, 3 heures, Tom Cruise qui court, Tom Cruise qui s'accroche pendant 3 heures. C'est génial. Trop bien. Voilà, vraiment, ça, je pense que c'est la plus grosse attente dont n'est pas filmé de l'équipe. Hein. On va vraiment faire une émission complète autour. J'en suis sûr, ce sera un hors-série. Lenny qui commence déjà à tressailler, mais bon, c'est pas très grave. Et partir un jour, alors toi, de ce que j'ai compris, Raph, t'as une petite anecdote là-dessus. Oh là là, il se racle la gorge dans le micro. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as compris qu'on était à la radio ou... Justement, attends, t'as déjà entendu une émission de radio, un mec se raclait pas la gorge pour avoir une voix grave. Ouais, à part les politiques qui vont commencer à dire une dinguerie, donc c'est pour ça là. Alors attends la suite. Ah, ok, vas-y. Parce que du coup, j'ai pas participé au projet, on l'avait étudié quand j'étais en master de production, et j'ai un copain qui a participé à la figuration de ce film, dont une scène où on voit les tétés de Juliette Armanet, et lui était déçu parce qu'il a fait oh non, on les a pas vus, et en fait il a découvert qu'il y a une scène du coup, un moment où on voit les tétés de Juliette Armanet, et il a dit oh non, j'ai raté ce jour-là. Ok. Waouh. Mais non, alors ça tu pourras couper. Et, non, et du coup, le court-métrage est Jamais. entièrement soutenu C'est par la région. Donc on a quand même Juliette Armanet qui joue un super rôle. Elle était enceinte pendant le tournage et ça a une importance du coup dans l'histoire bien sûr. Et on a Bastien Bouillon qui l'accompagne comme duo. Alors je l'aime pas beaucoup en tant qu'acteur, ni en tant que personne je pense. Mais là dedans, pourquoi il t'a fait quoi? Il a un regard qui me paraît un peu mesquin et sournois. D'accord. Et un peu froid, comme un requin. D'accord. Mais c'est vrai, non, mais c'est qu'il a un regard. Non, je sais pas, je trouve faux. Et La Nuit du 12 était un rôle nul. Oh là là. Le film est nul. La critique du bistrot, là, c'est parti. Hein. Et c'est un Vraiment, il est téléfilm, parti quoi. sur un autre film et elle a fait monsieur là, qu'est-ce qu'il est nul, vraiment. Non, mais Il fait chaud, on a des bières, putain. Lenny. à la limite, tu m'aurais dit il me doit 5 balles, il me les a jamais rendus, tu vois, je pense que c'était un meilleur argument. Ouais, hein, là, c'est- franchement, parce que là. Non, mais j'en ai plein, mais t'as pas une demi-heure devant toi, quoi. C'est comme Paul Kircher, je pourrais parler aussi pareil des Ah heures ouais de ce connard. Pardon. Non, Je mais. déteste Paul Kircher. Ah ouais? Un autre débat, on a Un pas le autre temps. on a pas le débat, temps. très bien. Pardon. C'est lié au requin, non? C'est lié à quelque chose comme des ça, au animaux regard aussi, Requin Ouais, marteau, ok. là, je trouve. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va partir sur un autre truc. Ouais, plus on a chaud, plus j'ai l'impression que ça va partir en n'importe quoi. Par contre, on voulait parler de Conclave, puisque on n'est pas filmé, c'est une émission d'actualité. Le pape François est mort. Voilà, en exclu, on vous donne l'info si vous Pardon l'avez loupé. Oui, Bon, le mec se Il est réveille. oui, j'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour toi, Raph. Et évidemment, il y a un film qui devient à la limite viral, voire culte d'un seul coup. C'est Conclave, puisque c'est ce qui va se passer sur ce mois de mai, puisque voilà, il va y avoir un nouveau pape. Je vous apprends rien, évidemment. Donc, et la ressortie, on va dire, en VOD et potentiellement en exploitation de ce que j'ai compris au cinéma luxe, c'est bien ça, Seb? Ouais, au luxe, au pâté, je crois aussi. Oui, aussi. Voilà, il y a aussi. d'autres salles, effectivement. En gros, les salles surfent un petit peu sur l'actualité pour remettre un film qui a plutôt bien marché l'année dernière, qui est Conclave. C'est ça. Et Aline, tu l'avais apprécié, justement. Oui, bah moi je trouve que du coup, enfin, bon, paix à son âme, mais du coup c'est un mal pour un bien parce que du coup le fait qu'il nous ait quittés permet que le film ressorte et que tout le monde puisse aller le voir parce que franchement il est vraiment excellent. Il a fait ça exprès, j'en suis sûr. Oui, je pense, c'est tout le temps les mêmes personnes de toute façon. Oui. Les Illuminati. Les Illuminati. Ouais. T'as dit le mot, là. Ouais, je l'ai dit. Attention, hein. Attends, je l'ai dit. On va partir après sur une Ouais. émission sur les reptiliens. Lenny d'ailleurs est calé là-dessus parce que j'hésite. Je pense que c'est un reptilien. Et voilà. Et On bah, parle. voilà. Et voilà. Non, mais, Et voilà. Comme quoi Non mais comme voilà. quoi. On parle de reptiliens. Regardez ce qu'il C'est fait, parce que c'est monsieur. vrai. C'est quoi cette émission de complotiste de merde? Mais c'est la vérité. Voilà. Bah, c'est comment la vérité. t'expliques ça sinon? C'est bon. On va pas en parler. Enfin, on va pas encore épiloguer. Il a bouffé puisque- 3 mouches avant de venir, je l'ai vu. C'est bon. Arrête de déconner, putain, on a eu tes écailles, là, t'es pas ça.
Tu sues Non, pourquoi c'est- là Non, c'est de la sueur, c'est différent. On t'a Il est en vu train de suer muer. là. On t'a vu suer. Fais attention, ton T'es en train de changer maquillage de il peau. coule. Oui, alors franchement, vu la tête de ton crâne, je suis pas sûr que tu devrais parler. Alors ça, c'était l'argument qu'il fallait pas sortir au micro devant tout le monde, parce qu'on n'est pas filmé. Il fallait pas dire que j'étais chauve, mais c'est pas très grave. On va passer tout de suite à la chronique d'après, parce que sinon ça va m'énerver. Je vais taper quelqu'un. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et nous partons pour 2 critiques de films assez étranges, on peut le dire. On a déjà un premier film qui est The Gazer. Alors attendez, juste Raph, s'il te plaît, à chaque fois que le présentateur fait des blagues, des remarques hautes, tu applaudis, tu es enjoué, tu fais pas le mec dépité, s'il te J'ai plaît. un grand sourire jusqu'aux oreilles, qu'est-ce que tu me racontes Ouais, mais là maintenant, parce que je t'ai regardé, Non, mais t'es juste trop avant... bizarre, le mec, là. On dirait Ouais, vraiment un c'est voyage pas- dans l'étrangeté. Dès que tu parles, et de c'est- la paranoïa, puisqu'on revient justement sur la critique de film The Gazer, qui a été plutôt apprécié autour de cette table par Seb déjà en premier lieu. Ouais, c'est un premier film d'abord. C'est plus que de la petite production, c'est de l'autoproduction. C'est un film qui a été tourné sur 2 ans par le réalisateur qui est électricien de son métier. Donc vraiment, ils ont tourné le week-end avec sa compagne qui est sa co-scénariste et qui est l'actrice principale et qui est, moi je trouve, l'une des grosses qualités du film. Voilà, une espèce de thriller paranoïaque autour d'une femme, d'une jeune femme qui a globalement, on va dire, des absences dans une maladie neurologique qui crée qu'elle a des véritables absences dans sa vie. Donc elle décroche de la réalité. Et évidemment, toute l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces moments d'absence, qu'est-ce qui s'est passé. Elle essaye de se remettre, effectivement, elle essaye de survivre aussi, parce qu'elle essaye de trouver un boulot. C'est pas facile de décrocher un boulot quand vous décrochez de la réalité. Et voilà, elle se retrouve embrigadée dans une histoire de récupérer des affaires, etc., qui est assez nébuleuse, et qui est d'autant plus nébuleux que on suit ce personnage qui essaye elle-même de comprendre ce qui se passe, qui se parle à elle-même en continu, puisqu'elle enregistre des cassettes audio qu'elle se repasse en continu, à la fois comme des espèces d'informations sur ce qui s'est passé, et à la fois des espèces de mantras, de systèmes, effectivement, pour pouvoir s'accrocher à la réalité, et comme des espèces d'indications, ce qui donne au film quelque chose d'assez étrange, l'impression qu'elle rejoue un petit peu certaines scènes et certains moments de sa vie. Et alors, Léni, toi, c'est un peu plus mitigé, par contre, pour le coup. Bah oui, c'est un peu plus complexe, j'avouerai. Le film m'a un peu surpris, notamment pour sa première heure, parce qu'on a un rythme qui est très très lent. Comme tu l'as dit, Seb, on a notamment cet effet parfois de répétition avec les cassettes, mais on sent que c'est un film qui a envie de mettre énormément de choses, qui va faire vivre beaucoup à son personnage. Mais je pense que, oui, le côté autoproduction, production très complexe, quoi que ce soit, se sent. On voit qu'il y a parfois un peu de difficulté, notamment par exemple, si je m'abuse, genre avec la coupe de cheveux de l'actrice qui est forcément exactement la même, mais parfois un plan pour, genre, je sais pas, marcher dans l'escalier, ça va changer ou des choses comme ça. Après, c'est un film qui a envie de raconter plein de choses. Je sens que c'est un électricien parce que parfois, pour aucune raison, va y avoir des jeux de couleurs. J'ai vu pas mal de critiques le comparer à, si je ne m'abuse, c'était Memento de Nolan. Je vois la comparaison. C'est absolument pas pour moi pertinent parce que en dehors de l'aspect, oui d'accord, tu peux avoir le côté maladie entre guillemets pose sur le personnage, mais en fait vu que le film, contrairement à Memento, ne joue pas à je vais te couper le film toutes les 5 secondes pour essayer de me paraître plus intelligent que je suis, on est sur une narration qui est un peu plus linéaire. Certes, il va y avoir un peu ce côté, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il va y avoir notamment pas mal d'intrigues un peu étranges. Après, le film, véritablement, moi j'appuie sur le fait que c'est un premier film, ça se sent à pleine balle parce que il y a des références, on aime bien le côté un peu barré, on aime bien, je pense que le côté Lynch, ça plaît énormément, on a même parfois un peu du Cronenberg sur certains éléments très légers, hein. Mais je vois plus une espèce de côté référence, je pense que ça peut être très intéressant pour voir, entre guillemets, possiblement, si surtout le film a du succès, les prémices d'un réalisateur qui peut être prometteur, mais c'est peut-être un film qui peut dérouter, sur lequel il faudra s'accrocher, parce que véritablement, la narration est parfois trop lente. Oui, Aline. En fait,
Je viens de me rendre compte que j'ai complètement vu le film, mais à Deauville, il y a 1 an et demi. Enfin, en fait, Ah oui, d'accord. Bah, merci. Mais en fait, c'est L'invité surprise, Aline. Comment vas-tu, mais en fait, Aline? c'est enchanté. C'est quand Elle tu a as fait dit comme il The est Gazer, électricien, et je me suis dit, mais attends, il y a un autre réalisateur qui a fait ça, c'est sûr, à Deauville, j'en avais entendu parler. Mais oui, en fait, donc, j'ai complètement vu le film. Et du coup. Tu nous as fait une The Gazer. Ouais, Bravo. non, mais vraiment, je suis débile. Mais par contre, par rapport à ce que tu disais, Lénie, je suis d'accord. Et alors, si ma mémoire est bonne, ce qui du coup est pas sûr là, c'est le réalisateur, et quand il l'a présenté, donc du coup, il était présent à Deauville, il avait dit justement, vu que c'est un premier film, et il savait pas forcément s'il en ferait d'autres, cette impression d'un peu de tout mettre et de dire bah ça j'ai bien aimé chez un tel, ça aussi, oh bah tiens là les couleurs ça pourrait être pas mal, oh bah tiens je vais faire ça. C'est assez volontaire en se disant c'est peut-être le seul film que je ferai dans ma vie, donc j'y fous tout et puis on verra si ça passe. Oui, Seb. Ouais, non, c'est. Alors, effectivement, oui, c'est un truc assez propre au premier film, ce côté, effectivement. Moi, je trouve que ça alourdit un peu le film. Moi, j'ai un vrai problème, par exemple, avec les scènes qui sont véritablement oniriques, qui sont effectivement une espèce de truc entre Cronenberg et entre Lynch. Voilà, que je trouve, effectivement, qui rajoute, qui surligne effectivement ce qui est déjà effectivement, alors que je trouve que cette espèce d'étrangeté, justement, y compris d'ailleurs les petits hiatus de production, les coupes de cheveux laissent effectivement l'impression que c'est pas totalement réel, que c'est peut-être décalé, on sait pas trop où on est, et je trouve que l'étrangeté elle fonctionne très très bien toute seule et qui vient effectivement rajouter cette espèce de trauma et de fonctionnement qui je le trouve en trop dans le film. Oui, Lénie. Qui n'est pas forcément nécessaire, parce qu'en plus, si je ne m'abuse, il y a certaines séquences d'intro, j'exagère peut-être un peu, mais notamment avec un médecin qui fait comprendre par rapport à l'aspect maladie du protagoniste principal que, ouais, ce qu'on voit, on n'est pas forcément sûr, c'est peut-être un peu plus complexe, qu'on entend, enfin, il y a un rapport justement qui va être très lancinant. Et du coup, ces moments de pause narrative, en plus de voir très appuyé, hein, le côté référence, le côté Twin Peaks, hein, on va pas se le cacher, surtout en plus avec les teintes de couleurs, ça alourdit le film. En plus, mais là c'est purement personnel et c'est de l'ordre du ressenti, pour moi d'une non-maîtrise, mais peut-être que je me trompe, hein, mais d'une non-maîtrise et surtout d'une envie de tourner tout en pellicule et de donner une espèce de grain immonde, mais constamment, et parfois notamment des effets de zoom sur des plans larges qui rendent pas hommage au film, parce qu'à côté de ça, on a quand même plein de maîtrise, on a une envie qui est très généreuse. Après, pour moi, c'est un film sur lequel ça mérite quand même le fait de lui donner sa chance, mais faut être honnête, c'est un film qui est maladroit. Oui, Seb. Ouais, non, c'est maladroit. Après, moi, je trouve que justement, un des aspects, une des patines du film vient du 16 mm, de l'utilisation de ses optiques, de l'utilisation de ses jeux de caméra, de zoom, parfois même de cadrage un peu bizarre qui rappelle effectivement, parce qu'on parlait de cinéma paranoïaque, mais effectivement qui rappelle toute une partie du cinéma américain des années 60, fin des années 60, des années 70, qui sont effectivement dans ce registre-là. Et effectivement, ça, pour le coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'a plutôt embêté. Je trouve ça même plutôt intéressant. Il y a un côté, y compris d'ailleurs, un côté presque qui colle en plus avec l'utilisation des cassettes audio, etc. Un côté presque lo-fi en fait dans le film, un peu. Effectivement, c'est pas net d'un point de vue visuel. Voilà. Et de l'utilisation, à mon avis, de l'une des dernières cabines téléphoniques au monde. Hein. C'en est même surprenant. Le film, d'ailleurs, justement, même si c'est justifié, a cette espèce de patine un peu années 80-90 qui se veut très décollée de notre temporalité actuelle, qui est justifiée encore une fois, mais qui ajoute à l'ambiance étrange. Très bien. Oui. Alors, Raph Raph ou Jean-Philippe, parce que là, je ne reconnais plus. Là. Donne-moi un billet, je vais le brûler, là, putain. Oh là, c'est Jean-Philippe. Alors là, c'est le versant un J'ai peu fait maléfique de Raph qui ressort quelquefois. Ah mais c'est sympa, un petit voyage dans les tranchetés là. Mais du coup le voyage avec la cabine téléphonique, le côté c'est quoi, c'est années 80 du coup là? Non, même pas, il n'y avait pas de temporalité réelle en fait. C'est actuel parce que les téléphones portables sont cités. Ah oui. Mais prendre des cassettes pour s'enregistrer. C'est lié à la maladie entre guillemets du protagoniste principal je ne sais même plus son nom malheureusement. Donc un peu comme mais où basiquement le côté téléphone, le côté écran tactile ou quoi que ce soit. Donc c'est non pour elle. C'est une repompe de Technophobe de Cyprien. Exactement. Ah oui, les bonnes refs. Ah oui.
Ah oui, oui. C'est Bravo. technophobe, Enchaîne, mais avec un TDAH très très poussé. D'accord. De l'attention, c'est compliqué. Ouais, on revient aussi sur les séries de Norman avec Cyprien, non? C'est ça que tu... Il a fait des séries avec Norman. Ah oui, il a fait des séries avec Norman sur TF1. Et voilà. Oh putain, Ah, bah, t'es le seul fan, hein, je t'avoue. Eh oui, et moi j'ai la mémoire... Entre ça et, Malheureusement. Super bien, ouais, entre oui. ça et les potes de Bastien Vivès, vraiment tu collectionnes quand même beaucoup de casseroles, toi. Et pourquoi tu reviens là-dessus, s'il te plaît? Ah bah, je sais Et pas, j'aime bien Rumeurs, faire des alors, on en rappels. pense quoi? Merci, parce que là, franchement, merci de me sauver. Non, c'était le dernier mot? Pas besoin Ouais, de Gazer. voilà. Bon, bah voilà. En tous les cas, on vous le conseille. De toute façon, c'est au Cinéma Luxe si vous voulez le rattraper. Et un film qui est sorti aujourd'hui, c'est Rumors. Donc, alors là, on sait enfin ce qui se passe au G7. Merci, parce qu'on se posait des fois des questions. Et enfin, on sait ce qui se passe parce que, à force de voir des nullités, on voit enfin le décor. Et cet envers du décor, c'est dans le fantastique total, dans la satire totale, dans une sorte de comédie fantastique qui peut laisser certains un peu pantois, on a envie de le dire, on a envie d'utiliser ce mot même, et d'autres qui vont peut-être jubiler devant ces dialogues assez loufoques. Donc autour de cette table, on l'a quasiment tous vu. Quelle impression vous avez envie de donner? Quelle est l'émotion que vous avez autour de Rumors La première émotion, le premier mot qui vous vient. Oui, Jean-Philippe ou Raph? Ah, c'est moi. Ah mon Dieu! Non, je t'ai pas non plus comme ça. Ma voix est partie si fort. Ouais, c'est des fois Jean-Philippe, vraiment, il a... Bah, en vrai de vrai, je me suis de ouf fait chier pendant la première heure parce que je n'avais rien lu sur le projet de base. J'ai juste la note sur internet qui était de 5 sur 10. Où je me suis dit, je vais être divisé. Sur IMDb? Sur tout. Tout, sans Sur tout, critique. vraiment. ouais. 5,1 je crois sur le ciné. 5,1. C'est bien. Enfin voilà, Vous et êtes donc calé. ça a fait pour moi aussi, c'est-à-dire que j'ai bien aimé une moitié du film quand j'ai commencé à accepter le délire parce que c'est quand même très surréaliste, ça prend un petit peu, ça pêche un peu partout aussi, dans le Lynch, un peu aussi dans le Cronenberg sur certains trucs, bon, après voilà, parce qu'il y a des trucs un peu dégueux. Vous avez des deux fois. références, faut vraiment les Mais donner oui, à chaque c'est pour fois, ça, je vous l'ai déjà dit, et j'étais pas là, dingue. j'ai pas vu le film moi, The Gazer, donc ça compte pas pour moi. Et non, c'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai oublié, vas-y, vas-y, ça va, je reviens genre 2 minutes. Non, Oui, ouais, c'est un film effectivement très étonnant. C'est une espèce de satire. En plus, c'est un film qui se tournait à 3 personnes. Donc effectivement, Guy Madine, c'est un cinéaste qu'on connaît depuis longtemps, qui tourne depuis longtemps, mais qui a longtemps tourné tout seul, qui est un cinéaste qui vit et qui tourne quasiment exclusivement à Winnipeg, au Canada, et qui est obsédé par le cinéma, globalement par le cinéma, mais surtout par le cinéma muet, le cinéma des premiers temps, les films perdus, etc. Et c'était souvent... Et puis depuis quelques films, en fait depuis 3 films, il a fait un premier film qui s'appelait de mémoire La Chambre Interdite, avec Evan Johnson, et puis ensuite il a fait un film qui s'appelait The Green Fog, avec Evan Johnson de nouveau et Caleb Johnson, qui doit être le frère voilà, il a dû les rencontrer dans un bar un soir et ils se sont dit vas-y on fait des films. C'était ses élèves, je crois. C'était ses Ses élèves. élèves, parce qu'il enseigne à côté, parce qu'il dit qu'il faut quand même bouffer dans la vie et qu'il a aucune économie, donc il a tourné les films jusqu'à sa mort. Tout ce Très qu'il a bien. dit. Donc voilà, et le film il est plutôt, alors il est un peu différent de ce que faisait Guy Madine tout seul, moins on va dire moins expérimental pour le coup, un peu plus narratif, mais je trouve que le fait d'avoir comme ça cette espèce de truc à plusieurs à tricéphale, ça se ressent un petit peu, le film part un peu dans tous les sens, Oui. entre satire politique, film un peu d'horreur, puisque effectivement c'est 7 dirigeants des 7 plus grands pays du monde, dont la France, il faut quand même le rappeler. Incarné par Denis Ménochet. Denis Ménochet, avec un beau casting, hein, Kate Blanchett, Alicia Vikander. Alicia Vikander, Charles Dance, Charles Dance, ouais, pardon. qui joue, donc c'est un beau casting. Mais effectivement, effectivement ce groupe-là se retrouve esseulé, on ne sait pas trop... une attaque de zombies, une attaque de manifestants, une attaque de zombies avec des pancartes, si vraiment c'était des zombies manifestants. Le dialogue est très drôle à ce moment-là. Le dialogue est très drôle. Et effectivement, on se retrouve avec ces 7 personnages qui, globalement, ne savent pas faire grand-chose, qui, effectivement, sont réunis pour pondre un discours dont on découvrira et dont, en gros, c'est le but de chaque G7, c'est de pondre un discours qui est
Évidemment, le point sur les grandes crises, mais on ne sait pas d'ailleurs quelle est vraiment cette grande crise. Ça varie un petit peu selon les discussions. Et tout ça pour dire pas grand-chose. Il y a quelque chose de la vacuité, effectivement, de ces personnages-là qui semblent en plus être des dirigeants qui sont là depuis des années. Ils se connaissent tous. Il y a même des espèces d'intrigues amoureuses qui se sont nouées entre les personnages. Donc effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Après, moi, je trouve ça parfois très amusant. Je trouve ça parfois un peu déconcertant. Mais j'ai pris plutôt du plaisir, moi, à voir ce film. Je te rejoins totalement là-dessus, puisque du coup, en plus, je me suis permis de le voir. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très drôle. Les dialogues, moi, m'ont fait mourir de rire plusieurs fois. Surtout dès qu'ils commencent à avoir peur des manifestants ou des zombies en question, parce qu'il y a plusieurs scènes à ce sujet. Et c'est vrai que c'est quelquefois, quand il allait limite trop dans le fantastique ou trop dans cette horreur, que là, j'étais un peu décroché de l'écran, parce que je savais pas si aussi les acteurs y croyaient vraiment à ce qui se passait. J'avais vraiment l'impression que le haut du casting était là vraiment pour les dialogues, et ça se ressentait. Mais après, le côté fantastique, j'y croyais un peu moins dans ce casting là. Donc après, voilà, là pour le coup, toi t'as dû péter un câble, parce qu'avec l'éclairage en néon, en full et des couleurs, on sait pas d'où ça vient et tout le temps. Lenny, j'imagine que c'était pas le film de l'année non plus pour toi. Bah, les couleurs m'ont surpris, mais bon, au bout d'un moment, quand le film te balance une espèce de gigantesque cerveau, c'est où tu fous un coup de pied dans le tien, ou t'acceptes là-dessus que tu vas pas aimer le film. Malheureusement, j'ai pas réussi à sortir le mien de ma botte crânienne, et le film m'a laissé un peu. Bah, tu demandais quel est le premier mot que le film vous évoque. Moi, il m'a laissé brouette. Voilà. Brouette. Bah, c'est bien. C'est... Ça va avec le thème c'est un du objet. film. Hein, voilà, c'est. En fait, le film m'a laissé un peu sur le bord de la route, hein, je dois bien l'avouer, notamment avec pas mal de choses, comme tu l'évoquais, le côté horreur, pour moi, qui est mis de côté. C'est-à-dire, il faut une excuse pour montrer à quel point ces personnages sont pitoyables, sont ridicules, ne servent à rien. D'accord, c'est pertinent. C'est bien de me faire un film pareil pour me dire les politiciens, vraiment, franchement, ils s'en touchent une sans faire bouger l'autre. Oui, d'accord, mais en fait, pour moi, le film, comme tu l'as évoqué, est pas spécialement assez dans des tests, que ce soit en termes de narration, en termes d'effets visuels, et en même temps, pas assez narratif. Donc, il y a un peu ce côté trop ambigu. J'ai pas réussi à me mettre d'accord visiblement avec le film. Il y a quand même certaines scènes où, t'en rigoles tellement ça devient absurde, tellement c'est... on tourne en rond pour dire... Alors, on va faire tout un discours pour vous dire... On a discuté. Oui, Raph. C'est le principe carrément du film. Mais comme tu as dit, à partir du gros cerveau en question qui a un moment, tu choisis ou non de rester dans le côté... alors moi, j'ai plutôt onirique, en fait, pas fantastique, parce que vraiment, tu participes juste à un trip vraiment surréaliste, en fait, et tu l'acceptes ou non. Et en fait, du coup, j'ai quand même vu que Ari Aster est extrêmement passionné par ce réalisateur. Et il a beaucoup repris, il a même... Je crois qu'il a fait un commentaire sur il a fait un commentaire. Il a produit surtout. Oui, c'est ça. Il a surtout produit. Alors, il a aussi commenté, parce qu'on voit dans la bande-annonce qu'il dit que le film est génial et super. Voilà. Après, c'est lui qui produit. Oui, du coup, il va pas dire Ari Aster dit c'est une grosse merde, en plus il met de l'argent dedans. Pas top, mais effectivement, c'est un cinéaste qui le revendique beaucoup. C'est un cinéaste, Ari Aster, c'est pas un cinéaste qui est avare de conseils et de le faire des listes de films à voir, etc. Et effectivement, les films de Guy Madine, c'est des films qui reviennent effectivement très souvent dans son cinéma, sans doute pour le côté visuel, parce que moi je trouve que le côté humour, ça vient un peu plus tard et là un peu plus que dans... Parce que moi, mais il y a un côté très décalé. Moi, c'est ça que j'allais dire, c'est que dès le début, j'ai senti que c'était totalement une satire décalée et que ça voulait partir parce que le côté banquet un peu trop joyeux en mode « Ah, on s'adore, on s'aime, mais qu'est-ce que tu as ? Mais arrête, dis-le nous, qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur, petit Canadien ?» Des choses comme ça, enfin bref, il y avait plein de petits dialogues comme ça où je me disais « Bon, ok, d'accord, faut directement commencer à prendre ça comme une satire. » Et je pense que c'est le piège, c'est qu'à mon avis, il faut pas du tout le voir comme un film de genre, faut plus le voir comme une vraie satire qui va flirter avec le genre quelquefois, mais si par contre on part de ce postulat là, je pense que c'est très drôle et que honnêtement on peut avoir des scènes où on est totalement dans le film. Oui, Lenny. Moi j'avouerais que justement ça m'avait peut-être un peu déçu, peut-être que j'en avais pas les bonnes attentes, mais notamment avec le fait qu'il était au Festival de Gérardmer. Je pense que le côté film de genre, j'en espérais peut-être un peu plus. Alors que oui, c'est un film de dialogue. Les acteurs sont très très bons, surtout pour balancer
un texte qui, à mon avis, devait être très particulier à lire. Ils ont dû bien s'amuser entre... Oui, Seb ? Ouais, non, c'est puis surtout il y a dans le film il y a aucune envie de réalisme en fait. Il faut accepter que c'est effectivement encore une fois c'est un des grands trucs de Guy Madine de travailler le jeu sur la musique qui est assez intéressant, c'est-à-dire cette musique qui vient ou contrebalancer complètement, qui est complètement à rebours de ce qui est montré, ou à l'inverse, notamment dans toute la partie avec justement le président canadien et ses histoires de cœur qui vient surligner le côté soap à fond, etc. Et qui d'un coup rien qu'en changeant la musique, vous faites basculer le film de genre et on passe effectivement d'une espèce de satire politique à un truc de ah ben oui, mais on a eu une aventure ensemble et moi je suis malheureux et ma femme elle est pas contente, etc. Moi je trouve ça assez drôle, mais après tout le monde peut pas. Tout le monde n'aime pas. C'est pas grave. Pardon, juste j'allais dire que c'était un peu du Bertrand Mandico mixé avec des feux de l'amour, quoi. Ah, c'est bien. C'est pas mal résumé, beau, je trouve. Ça pourrait être une bonne punchline. Ce serait mieux que les voyages de je sais pas quoi là, mais bon, après, chacun est à la tête de ce qu'il doit être. T'as raison. Et doit se remettre à sa place aussi, quelquefois. Ouais, sur une chaise cassée, par exemple. Voilà. Qui fait du bruit. Ouais. Beaucoup. On t'entend depuis tout à l'heure. C'est comme ça. C'est parce que c'est moi qui fais le bruit, c'est moi qui fais le son. C'est moi qui fais le bruit. Et voilà. Il y en a, ils vont se faire... Tu vois, avant, j'avais arrêté cette haine contre toi. Oui, c'est vrai que c'est Joshua qui l'a pris. C'était Joshua qui avait tout chopé. Et là, en fait, ça va revenir. Je pense que je vais te détester. Oh là là, bon, soyons sérieux 2 secondes. Tu sais que Boys of Fred était pratiquement inspiré à 60% par la filmographie, justement, de Madine. Et que c'est sur le tournage où Cate Blanchett était, parce que Boys of Fred, il y a Cate Blanchett dedans. Oui. Et ben c'est là que Ari Aster a dit va tourner avec Madine. Et c'est lui qui a convaincu Cate Blanchett de tourner avec lui. Cate Blanchett, Denis Ménochet, non ? Non. Cate Blanchett, elle est pas dans Boys of Fred. Oh, si. Ah non. Non, presque sûr. En tout cas, c'était pas longtemps que je Boys of Fred. En tout cas, elle disait en interview que. Ménochet, il est sur le tournage il est dans Boys of Fred. Je l'ai noir sur blanc, là, putain. Peut-être qu'elle est passée voir quelqu'un. Vérifiez vos sources. Vérifiez vos sources. Ah, mais c'est sûr, j'ai vu ça. Alors, c'est un rapport Boys of Fred, Cate Blanchett, machin, c'est un rapport, c'est sûr. Mais alors, peut-être que. Oui, non, mais qu'elle a passé une tête. Ça, je veux bien croire que. Ah oui, non, c'est Denis, t'as raison. Mais Denis, non, c'est pas possible. Et en plus, vraiment, pendant 2 minutes, il nous tenait tête. C'est Denis, non, mais c'est Denis pour Boys of Fred. Putain. Non, mais moi, alors pour moi aussi, je les confonds souvent, Denis Ménochet et Cate Blanchett. La dernière fois, j'ai croisé Denis et je lui ai dit tiens, ça lève à Cate. Mais c'est vrai qu'il avait un manteau un peu long, etc. Oui. Moi, ça m'arrive très très souvent. Ouais, c'est bien. Ça t'a remis à ta place, j'espère, Raph, là-dessus. Hein? Voilà, tu peux retenir cette. On va faire les chants de ça, s'il vous plaît. Non, bah oui, parce que là, franchement, ça y est, tu m'as vénère. Je t'aime. Et moi non plus. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais merci beaucoup pour ces critiques autour de Rumors et The Geyser, 2 films autour de l'étrange que je vous conseille de initier dans un voyage. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et désormais, nous revenons autour de Cronenberg, puisqu'il a sorti son dernier film, Les Linceuls, avec Vincent Cassel et Diane Kruger, il me semble. Et voilà, on voulait revenir évidemment sur ce réalisateur qui nous a tous influencés, puisque c'est une référence sur n'importe quel film de fantastique qu'on voit, de science-fiction. On a envie de dire, ah, il y a du Cronenberg dedans, puisqu'en même temps, il a tellement influencé le cinéma fantastique, et à juste titre, mais pas que, évidemment, puisqu'il y a d'autres références de ces films qui flirtent autour de plusieurs genres, puisqu'on a History of Violence que tu voulais nous présenter, Aline. Oui, en effet, que j'ai découvert récemment, du coup, pour l'occasion de cette émission. Parce que moi, la rencontre que j'ai eue avec le cinéma de Cronenberg, dans le contexte intéressant, parce que je suis allée voir Les Crimes du futur au cinéma quand il est sorti. C'était en juillet, il faisait à peu près le même temps qu'aujourd'hui, c'est-à-dire hyper beau. Et je me suis dit, pourquoi pas m'enfermer au cinéma à 13h, et j'étais toute seule dans la salle. Donc toute seule pour Les Crimes du futur, et je suis ressortie et je m'en souviens encore, et c'est là où je me suis dit ok, j'adore ce réalisateur parce que ça m'a vraiment marqué, le fait de revenir dans un contexte de vie complètement normal, le soleil, les gens qui discutent, et moi avec ce film en tête à 15h comme ça en me disant mais je vais crever, et c'était hyper intéressant comme expérience, et donc du coup ça m'a donné envie d'aller m'intéresser de plus près à sa filmographie. Et j'ai choisi History of Violence parce que du coup il y a Viggo Mortensen dedans qui est un acteur que j'adore. Et du coup en fait le film je l'ai vraiment adoré. Genre j'ai un gros coup de cœur dessus parce que déjà il est pas long. Enfin c'est un détail mais pour moi du coup c'est assez efficace. Je veux dire 1h30 il se regarde assez facilement. Il n'y a pas de moment trop ni de... Enfin il manque rien. Je le trouve vraiment très bien fait.
Et par rapport au cinéma de Cronenberg, comme on le connaît, c'est-à-dire toujours un petit mélange de bizarroïdes, de travail autour du corps, que ça soit psychologique, corporel, vraiment en termes physiques, je trouve que le film, il rentre un peu là-dedans. Alors, comparé à d'autres films, beaucoup moins, je pense, mais en tout cas, comparé au Crime du futur, on est moins sur du travail corporel, mais il y a 2 scènes donc, que je voulais mettre en avant. C'est des scènes de sexe, parce que en fait, je trouve que c'est 2 scènes qui résument super bien le film et le côté psychologique, puisque du coup, on est sur le résumé du film, c'est donc Tom Stahl, un père de famille à la vie paisiblement tranquille, abat dans un réflexe de légitime défense son agresseur dans un restaurant. Il devient alors un personnage médiatique dont l'existence est dorénavant connue du grand public. Donc de là, en fait, tout le film tourne autour de ça, de cet acte héroïque, mais qu'on laisse en suspension quand même. Et en fait, donc, les scènes de sexe, pourquoi je les trouve hyper intéressantes, c'est que donc, le personnage de Viggo Mortensen, qui est le personnage principal, est éperdument amoureux de sa femme. Et la première scène, donc, ils sont tous les deux, ils vont faire l'amour et ils s'imaginent être un peu adolescents, parce que c'est donné comme contexte dans le film, comme un temps qu'ils n'ont pas forcément connu ensemble. Et on comprend pourquoi plus tard. Et en fait, du coup, ils vont se faire amour un peu comme une première fois. Et ils vont faire la position du 69. Qui, quand on a vu, moi en tout cas ça m'a fait écho à ça, et je pense le reste de la filmographie de Cronenberg rentre dedans, c'est au moment de la position, en fait c'est pas du tout dérangeant de voir une scène de sexe à l'écran, et surtout elle est hyper organique, mais ça fait vraiment une union charnelle que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et la scène elle est excitante, mais pas sur le point de vue sexuel, c'est-à-dire que je me suis pas dit tiens là t'as rien à être eux, mais par contre la connexion émotionnelle attends Jean-Philippe on y vient. Jean-Philippe, calmez-vous. Mais non, mais la connexion émotionnelle que ça crée, là oui, c'était excitant, mais émotionnellement. C'est-à-dire que je me suis dit, là, l'union charnelle psychologique qu'ils ont, elle est incroyable, elle est parfaite, je trouve. Et en fait, le film donc avance, et plus tard, on a une seconde scène de sexe, toujours entre les mêmes personnages, qui cette fois-ci a lieu dans un escalier, et avec beaucoup plus de violence et beaucoup plus d'animosité, mais toujours cette même passion. Et je vais pas trop spoiler parce que le but c'est que tout le monde aille voir le film, mais ou le découvre, mais c'est surtout que ça a tellement d'écho par rapport au discours du film. J'ai trouvé ça vraiment spectaculaire pour le coup. Et dernier élément du film qui m'a vraiment marqué, c'est la puissance du regard, donc, en l'occurrence de Viggo Mortensen, on y revient, mais attention, l'actrice qui est Maria Bello joue extrêmement bien aussi, attention, elle a un jeu exemplaire. Mais c'est vrai que petit crush sur Viggo Mortensen, je l'avoue, mais son jeu de regard, je le trouve, c'est d'une profondeur inouïe, et surtout la fin, donc je vais pas spoiler, mais je vais essayer de pas spoiler du moins, mais la fin fait que il fait son retour, je dirais pas où, je dirais pas comment, mais on comprend qu'il est de retour juste par la force du regard, c'est-à-dire que lui, il ne prononce pas un seul mot, personne d'ailleurs dans la scène ne parle, c'est juste une accumulation de gestes des autres personnages, lui il s'assoit juste et le regard dure une poignée de secondes, le film s'arrête, et c'est ça qui est incroyable avec Cronenberg, c'est justement la mutation des corps, alors du coup qu'elle soit extérieure ou intérieure, et History of Violence, et justement c'est le plus pudique entre guillemets dans cette façon de vouloir raconter une mutation du corps qu'on voit, alors qui était initialement là en fait déjà au début du film, qu'on comprend qu'au fil du film, et qui en réalité revient à la fin, mais qu'on voit petit à petit quand même dans une mise en scène millimétrée. C'est pour ça que j'adore History of Violence, c'est que, comme tu dis, tout va se jouer dans des petits gestes ou alors dans ces jeux de regard qui, évidemment, sont hyper importants, surtout avec un autre acteur qui est Ed Harris, il me semble. Oui, c'est ça. Et là-dessus, il va se jouer d'ailleurs des tensions où les scènes deviennent tout de suite cultes, avec la fameuse conscience d'une famille, de plusieurs corps. Non, mais c'est ça. Et là-dessus, c'est vrai que Viggo Mortensen, c'est bien pour ça que c'est devenu très vite, pour plusieurs de ses films, un peu son acteur fétiche, parce que... incroyable duo. Viggo Mortensen, c'est clairement, de toute façon, l'acteur cronenbergien, on va dire. J'ai mis un lien à un réalisateur, comme n'importe quel cinéphile. Mais là, ça fonctionne, et pour moi, c'est limite le film parfait de Cronenberg. C'est pas mon préféré, mais c'est le film parfait de Cronenberg. Ah, moi, c'est rentré dans mon top 10 de mes films préférés. Je l'adore vraiment. Et surtout, là, pour le coup, petit spoil, donc si jamais les gens qui écoutent n'ont pas vu, éteignez le son. Mais c'est le moment où, en fait, donc, le personnage de Tom, qui est anciennement, du coup, ce fameux Joey, tueur, meurtrier invétéré, le moment où il
prend conscience, ou en fait il s'apprête à avouer que oui, il a ce passé-là, encore une fois, tout se fait dans un regard. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé spectaculaire, c'est qu'il passe de ce père de famille à l'acte héroïque dont tout le monde parle, tout le monde l'applaudit, et juste avec la puissance du regard, là, on voit le personnage de Joey fronter. En fait, on a l'impression qu'on est en face de quelqu'un qui a presque des comme s'il avait plusieurs personnalités, plusieurs identités qui frontaient à des moments donnés. Et là, on voit clairement vraiment ce Joey prendre le dessus. Et enfin, vraiment, après, je suis peut-être pas objectif, mais j'étais vraiment sur le cul. On peut être objectif sur, à mon avis, History of Violence et être aussi emballé, puisque vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs films de Cronenberg, et surtout à découvrir, si vous voulez y aller étape par étape au vu de son cinéma. History of Violence, je pense que c'est une belle porte d'entrée. Carrément. Lenny, tu voulais nous présenter alors un autre film qui est peut-être plus compliqué cette fois-ci dans la filmographie de Cronenberg, puisqu'elle a pas forcément, c'est pas le film le plus apprécié cette fois-ci, mais qui a eu quand même, on va dire, un écho au vu de ce qu'il peut raconter. Absolument, moi le film qui m'intéresse avec Cronenberg, c'est notamment Existence. Alors de fait, le découvrir comme premier film, comme ça a été mon cas, c'est peut-être pas la meilleure des portes d'entrée. Mais si je m'abuse, c'était Karim Debache qu'on avait parlé notamment avec Crost, qui avait mis le film en parallèle avec Vidéodrome, qui est à mon avis une très très bonne idée. Mais Existence, c'est un peu ce rapport de Cronenberg, comment il mettrait une histoire alternative avec le jeu vidéo, j'oserais dire. C'est-à-dire qu'on a un peu cette idée de deux protagonistes, notamment une qui est censée être une espèce d'icône du jeu vidéo. Il se passe, on va dire, une rixe, une pseudo-secte anti-jeu vidéo, parce que les jeux vidéo dans cet univers-là sont une espèce de de chair un peu étrange, mais façon réalité virtuelle plus ultra. C'est-à-dire que Ready Player One, on va dire qu'on est un peu plus loin, mais façon Cronenberg. Véritablement, la console de jeux vidéo, si je peux l'appeler comme ça, est visiblement vivante, un peu étrange et un peu déroutante. Mais ça va avec plein de thèmes, pour moi, justement, qui sont très intéressants. Ça a été une découverte absolument frontale, je ne m'attendais pas du tout. Je suis tombé sur ce film au pif. Et c'est un peu un film qui est très à part, notamment par que ce soit son jeu d'acteur, son scénario qui peut être un peu caricatural, mais avec ça, je pense qu'on a beaucoup de choses, notamment beaucoup de rapports au corps, à la chair, à la putréfaction que peut avoir Cronenberg, en plus d'avoir notamment, c'est tout bête, mais on le voit en ce moment avec notamment par exemple le film Minecraft, ou si je m'abuse en ce moment, je sais plus quelle adaptation il y a eu, mais Until Dawn, merci beaucoup. Ce rapport aux jeux vidéo, alors que si je m'abuse, Existence était en 99. Donc c'était intéressant de voir justement quelqu'un qui utilise ce prisme-là, ce médium-là, enfin le cinéma, pour parler d'un autre médium, même si, on va dire, entre guillemets, ça reste un peu en surface. On n'a pas une critique du jeu vidéo, c'est plus un décorum. Mais c'est quand même relativement plaisant, en plus de notamment donner des performances d'acteurs, mais absolument merveilleux. Je suis désolé, mais William Dafoe, moi, ça reste dans mon cœur à pleine balle. Voilà, donc là, je vais mettre un contre-champ sur Raphaël. Je suis désolé pour les gens de la radio, mais voilà, c'est merveilleux. Il fait des imitations incroyables. Ah, mais on est sur un niveau Oscar. Tu peux nous imiter Chirac ? Non, mais je peux faire Nicolas Cage dans Volte-Face. Vas-y. Ah oui, non, mais c'est que des imitations visuelles par contre. Ouais, ça manque pour la radio quand même. Ouais, un peu bon. une voix que tu sais faire. Je suis Nicolas Cage. Ah, ok, pas mal. Non. Bon, malheureusement, il n'est pas dans Existence. Non. Je pense qu'il aurait eu sa place dans Existence. Ça aurait pu être très drôle. Mais c'est de fait, comme on l'a dit encore une fois, peut-être pas l'un des premiers films pour découvrir la carrière de Cronenberg, mais c'est quelque chose pour moi qui renferme énormément des thématiques qu'il adore. Et c'est, pour éviter de trop en spoiler tout de même, c'est un film à beaucoup de couches, notamment d'interprétation, même si, bon, c'est vrai que l'espèce de gigantesque conférence de jeux vidéo révolutionnaire qui se tient dans une église, il y a des parallèles symboliques, mais aujourd'hui, il faudrait plutôt une arène de 200 000 personnes. Oui, mais bon, j'ai adoré le parallèle, évidemment. Raph, alors toi, c'était Le Festin nu. Ah oui, comme tu disais, c'est pas non plus le film que je proposerai en premier pour découvrir Cronenberg. Ou pas, parce que bon, à ce niveau-là, autant y aller à fond. Le Festin nu, c'est mon film préféré de Cronenberg pour moi. Je l'ai pris en pleine face quand j'avais 17 ans
Pareil, je m'attendais à rien parce que déjà j'avais mis beaucoup de temps à le trouver parce qu'il était disponible nulle part machin. J'ai trouvé enfin en DVD parce que j'ai commandé finalement. Et le Festin nul, c'est un peu le résumé de tout ce qu'il peut faire de plus surréaliste et de plus introspectif dans ce qu'est la création, son rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut amener comme souffrance pour créer, à quel point l'auteur est maître ou non de ce qu'il crée machin. Et donc c'est un truc hyper profond qui donne totalement envie de se droguer à la poudre de clopor, non, de mille pattes qui s'appelle je sais plus quoi. Alors le film, à résumer, c'est une plaie parce qu'il est tiré d'un bouquin de William Burroughs qui était un mec qui a écrit son bouquin lui-même sous drogue et en plus en essayant de faire de l'écriture, alors c'est même pas l'écriture automatique, c'est l'écriture musicale ou je sais plus quoi, où il devait se baser sur les émotions que lui donnait une musique sur l'instant et essayer de le traduire par des phrases. Ce qui fait que du coup, la plupart des producteurs de l'époque disaient que le bouquin était impossible à retranscrire en film, ou alors ça devrait coûter 400 millions de l'époque, donc on indexé, et en plus ce serait interdit en salle directement, parce que hyper obscène, hyper violent sur des trucs, hyper cru sur du cul, sur des choses qui sont pas bien, des aiguilles dans la peau et tout, ça je déteste, mais en même temps j'ai adoré me faire souffrir, comme le personnage principal joué par Peter Wellers. On parlait de Viggo Mortensen qui incarne vraiment l'esprit Cronenberg et le cinéma Cronenberg, mais pour moi Peter Wellers c'est quand même la tronche, la gueule, même si c'est à ce qui paraît une horrible personne dans la vie, mais qui a une tronche pas possible quoi. Il a un flegme, il a une tête de frigo émaciée que j'adore, qui est hyper profonde, et pareil il a des regards, des fois tu verrais le truc, tu te dis ok il a toutes les souffrances du monde à l'intérieur de lui et j'ai envie de l'embrasser et qu'après il me repousse et qu'on fasse peut-être des gosses mais qu'il me quitte ensuite. Et pourquoi pas acheter une bagnole, mais bon c'est chiant les crédits-bou en ce moment, donc bon, tu peux t'arrêter là, ouais. Je peux pas m'arrêter, bref. Non, en vrai juste de toute façon la chronique là, c'est juste donner envie de voir un film. Moi je vous dis, si vous voulez voir Peter Wellers qui bute sa femme parce qu'elle est en train de se taper deux mecs en train de sniffer de la poudre de produits de désinsectisateur, non comment on dit, Oui. D'exterminateur de vermine. Oui. Voilà, bref. Allez, Et qu'après, il synonyme. se fait enlever pour aller dans une zone qui s'appelle l'interzone pour devenir un agent secret à la botte d'aliens qui sont en fait des hommes insectes. Et du coup, il va devoir créer sur une machine à écrire qui est un gros scarabée qui parle par l'anus pour lui donner des ordres. C'est absolument merveilleux. Le scarabée qui parle du cul, c'est ok. C'est merveilleux. C'est là où tu nous as parle le cul, hypé, pas là. de cul. C'est incroyable. Et vraiment, et tu te dis, mais c'est pas possible qu'on puisse faire un film avec ça. Bah si. Et en plus, tu vas vouloir en rebouffer. Et, Du scarabée ou du cul? Oh putain mon pote. J'ai hésité. Enfin bref, non, allez le voir, ça a pas vieilli et c'est pour moi mon Cronenberg préféré et celui avec le plus d'insectes surtout. C'est bien. Parce qu'il adore les insectes, hein, ça va pas près de la mouche. bah oui. Ça, on peut le dire. Oui. Oui, bah évidemment, la mouche. Grande référence. Tu déconnes ou quoi? Ouais. Au lieu de faire le canard, on va laisser quand même l'expert parler. Allez, le meilleur pour la fin. Nickel. Seb, qui voulait carrément nous faire un exposé de 3 heures sur Cronenberg, mais on l'a calmé. Un truc plutôt simple, parce qu'effectivement, il y a quand même une belle carrière, au moins jusqu'à un certain point. Moi, je suis beaucoup moins fan du Cronenberg actuel, on va dire. Voilà, donc dans lequel je vois beaucoup de défauts, mais je pense que effectivement ça fait partie de ces cinéastes qui globalement entre Chromosome 3 et Faux Semblant, Festin nu, ça se mesure, mais en fait enchaîne grand film sur grand film. Dead Zone, La Mouche, Vidéodrome, il y a quand même pas beaucoup de déchets, dont Chromosome 3, donc, qui date de 1979, qui est un film moi, que je trouve extrêmement efficace. Bon, c'est vraiment un petit film d'horreur. C'est vraiment à l'époque encore où David Cronenberg, c'est pas le David Cronenberg d'aujourd'hui qui va à Cannes, qui est en compétition, qui est adulé comme un auteur. C'est vraiment un cinéaste de genre, un petit cinéaste de genre, qui fait effectivement des petites bobines efficaces et qui font peur, mais qui réussit quasiment dès son premier film, en tout cas, à y injecter une part très autoriste, voilà. Moi aujourd'hui c'est un peu le problème, c'est que je pense que la partie autorisante de David Cronenberg, elle a pris le pas un petit peu sur le reste, et que je trouve que les films de cette époque-là sont d'une efficacité folle, que ce soit émotionnellement comme La Mouche, qui est quand même un film assez déchirant, ou là effectivement sur l'horreur avec un film comme Chromosome 3, qui est son grand film
parlais de la place de l'auteur, mais qui est son grand film de divorce, puisque c'est un film qu'il écrit et qu'il fait après son divorce, un petit peu pour se venger de sa femme. C'est une vision quand même assez terrifiante de la femme, d'une femme qui rentre dans une espèce de thérapie dans lequel elle va accoucher voilà, il va y avoir des effets secondaires au traitement qu'elle prend, de ce qui va le faire qu'elle accouche d'une espèce de fratrie de gamins un peu mutants et totalement tueurs. Ça s'appelle The Brood de mémoire en anglais, ce qui veut dire la portée, je crois. Voilà, si mon anglais est pas trop vieillissant. Mais voilà, c'est un film moi que je trouve extrêmement malsain, extrêmement fort aussi. Et voilà, et vraiment, je pense que David Cronenberg, c'est un cinéaste au-delà de son dernier film, mais c'est vrai que c'est aussi un cinéaste qui, encore une fois, met beaucoup de son vécu. On sait que Les Linceuls, moi que j'ai pas encore vu, mais parle beaucoup du décès de sa compagne, etc. Voilà, après, mais je vous invite vraiment à voir et à revoir les premiers films. Il y a même ces tout premiers films là, qui viennent de ressortir en vidéo, Rage et Fast Company. Fast Company, c'est un petit peu moins bien, mais Rage, c'est vraiment aussi assez méchant. Je trouve un petit peu visuellement vieilli. Oui, mais si on fait l'impasse, c'est vraiment pareil, culte. C'est vraiment très culte, donc vraiment allez voir les films de David Cronenberg. Et toute sa filmographie, bon, peut-être pas ces derniers, sauf si évidemment. Non, on peut y aller aussi. Mais oui, voilà. Mais il y en a 2-3 où, et par exemple, il me semble avec Pattinson, que j'ai trouvé beaucoup plus... Cosmopolis ? Ouais, voilà, qui est pas mal, mais qui est plus feignant dans sa filmographie, j'ai l'impression quand même, où on s'attendait, même si évidemment ça reste très bien écrit et c'est adapté d'une pièce de théâtre, il me semble, de mémoire. C'est adapté d'un roman, ouais. D'un roman, ok. Et je l'avais plus. Mais oui, celui-là qui m'a un peu mis un peu plus de côté. Les Crimes du futur, moi je dois vous dire honnêtement, c'est pareil, mais ses débuts, où je le trouvais plus acerbe, là aussi, beaucoup plus cruel, on va dire, aussi, en général, sur ses avis, sur la société, surtout, parce que bon, Rage, c'est aussi de ça que ça parle, donc, et plus pessimiste aussi. Ouais, puis je trouve que c'est un cinéaste qui a un peu ce problème de parfois des cinéastes qui sont, entre guillemets, reconnus un peu sur le tard, et qui sont des cinéastes de genre. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est un cinéaste qui devient conscience d'être une espèce de cinéaste, qui devient conscience presque de ce qu'il faut donner au public en termes de tropes et d'utilisation. Et effectivement, moi je trouve qu'à partir de la fin des années 90, début des années 2000, alors il y a effectivement History of Violence, moi je trouve que c'est son dernier très bon film. Mais effectivement, je trouve que effectivement, sur ces derniers films, on a un peu l'impression effectivement, de ce truc-là, presque en roue libre, qui vient effectivement chercher, réactiver des espèces d'imagerie, globalement l'imagerie cronenbergienne. Oui, Aline ? Oui, si, pardon. Non, parce que du coup, j'étais en train de boire tes paroles. On a tout le temps envie de boire, Seb. Par rapport à... Nickel. Par rapport au linceul... Il était seul. Je me fais rire tout moi-même. T'as raison. Par rapport à son dernier film, là, donc, je ne l'ai pas encore vu non plus, mais j'ai lu que par contre, donc, comme tu dis, hein, c'est vraiment en rapport avec la perte de sa femme, donc, qui date de 2017, je crois. Et en fait, depuis, il a lu énormément de bouquins sur le deuil. Et en fait, j'ai un peu la curiosité d'aller voir comment, après autant de romans, il va interpréter la notion de deuil, en fait. Quand on connaît un peu sa filmographie, si on aime bien, bon, même si, comme tu dis, History of Violence, on est en 2005, ça veut dire que ça fait à peu près un peu plus de 20 ans, 20 ans qu'il fait pas des très bons films, mais enfin, qui plaisent moins. Mais du coup, j'ai un peu hâte quand même de voir comment il va s'interpréter la notion de deuil, sachant que si c'est quand même ces mots, si c'est vraiment bouffé 1000 bouquins là-dessus, pourquoi pas. C'est vrai, après à voir évidemment, puisqu'il y a Vincent Cassel. Et Vincent Cassel qui est quand même, effectivement, qui joue David Cronenberg. Oui. Quand vous le voyez, effectivement, et quand vous voyez la tête de David Cronenberg, c'est vraiment c'est du cosplay. Ouais. Ah non, mais totalement. Mais c'est Vincent Cassel. Donc, de toute façon, Vincent Cassel est un cosplay de lui-même déjà. Donc, il y a un double cosplay. Raph, une imitation de Vincent Cassel, là, comme ça peut-être. Mais ça, c'est du popcorn, ça, tu vois. C'est un truc, tu veux rentrer du genre un film, mais en fait, non, pas du tout. Là, t'arrives toi, il n'y a aucun calme. Non, moi je. Cronenberg, tu vois. Non, parce qu'il faut le savoir. Non, j'arrête pas. Il faut le savoir. Ouais, là, c'était plus. C'était un autre imitateur. C'est qui, faut le savoir. C'est. Faut le savoir, ça. Soral. Ah, c'est Soral, putain, c'est Soral. C'est Soral. Donc, on va s'arrêter là. Ils ont un petit truc quand même. Non, stop, allez, c'est parti.
Et où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et maintenant, le petit jeu qu'on aime tous, évidemment. Alors là, il est en lien avec Rumors. Et oui, évidemment, tous les commentaires sont autour des jeux à chaque fois en mode qu'est-ce qu'ils sont bien ces jeux. Je les adore. Ah. J'ai adoré, moi. Ça veut se battre. Bien, hein. Non, c'est bien. C'est tout sauf moi, encore une fois, donc c'est pas grave. Je suis pas susceptible comme présentateur. Attends, tu déconnes. Alors, le jeu, il est autour de Rumors parce que, évidemment... nickel, je l'ai vu. Et... Non, mais alors, je te rassure, t'inquiète, le thème, c'est juste parce que dans le film, ils sont en préparation d'un discours. Et des discours au cinéma, on en a eu des tonnes, des iconiques et des très forts. Alors, je vous propose évidemment de vous interpréter plus ou moins, je ne vais pas le faire vraiment avec des élans comme pourrait faire Jean-Philippe Pouraf sur des discours. Et vous allez, avec un petit buzzer évidemment, deviner le plus vite possible de quel film il s'agit, d'où provient ce discours. Alors, le petit détail, c'est dans les discours, des fois, ils vont parler soit du titre, enfin, je veux dire, il y a un des mots, ça va être dans le titre du film, donc je vais pas le dire, je vais faire un ou alors un mot est trop évident, ça va parler d'une ville, ça va parler d'un pays, donc je préfère faire aussi un parce que sinon c'est trop évident. Je veux quand même qu'il y ait du suspense, sachant que j'ai des longs discours. Nickel. Ça vous va? Alors un petit buzzer chacun, Lenny. Flamby. Putain, mais c'est pas un buzzer. Aline. Cro-cro. Cro-cro. Marion. Coin-coin. Coin-coin. Seb. Voilà, ça c'est un buzzer. Putain. Raph. En vrai, Soral. C'est pas possible. Non, je fais genre un petit. T'es capable de le tenir? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ok. Bon, écoutez. Pour faire lien aussi avec quelque chose qu'on a parlé, vous êtes prêts? Attention, le premier film. Tenez bon, hommes de l'Ouest. Une journée peut venir où le courage des hommes faillira. Independence Day? Non. Ça, merde. Où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien d'amitié. Mais ce jour n'est pas arrivé. Une journée de loups et de boucliers fracassés, lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous nous battons. Oui. J'ai le droit ou pas de le faire deux fois? Vas-y. Bah, du coup, c'est le Seigneur des Anneaux, les deux tours. C'est le retour du roi. Le retour du roi, pardon. Tout à fait. Bravo, on peut l'applaudir. Je finis, pas tout ce que vous avez de cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, homme de l'Ouest. Mais est-ce que tu veux que finir d'abord le discours et après on fait le buzzer ou Non, c'était bien de cette façon-là. C'est comme tu question pour un champion. Tu le fais très bien, pardon. Ah, bah merci, merci beaucoup. Allez, deuxième film, peut-être un peu plus évident. Alors là, je vais censurer un mot, désolé, c'est là où vous allez le voir. Donc, nous lisons et écrivons de la parce que nous faisons partie de l'humanité. Et que l'humanité... Cro-cro. Le sac des poètes disparus. Oui, bravo Aline. Médecine, droit, commerce, ingénierie sont de nobles quêtes nécessaires pour soutenir la vie, mais la poésie, la beauté, la romance, l'amour, ce sont là des raisons pour lesquelles nous vivons. Carpe diem, saisissez le jour les garçons, rendez vos vies extraordinaires. C'est beau, hein. Allez, celui-là, pareil, je vais censurer. Vous êtes agissez en C'est un monde pour lequel il vaut la peine de se battre. Vous aimez vivre libre. Vous avez défié la tyrannie. Aujourd'hui... Oui, Chaplin? Non. Putain. Aujourd'hui, nous nous battons pour tout ce que nous sommes. Et si cette bataille est notre dernière, alors faisons en sorte qu'elle soit digne d'être chantée. Flamby? Oui. Braveheart? Non, ça aurait pu. Pas mal. Je vais peut-être pas censurer le premier mot, on verra. Peut-être quelqu'un d'autre. Je pense pas que ça soit ça. Allez, je ne censure pas. Vous êtes pirate. Agissez en pirate. C'est un monde pour lequel il vaut la... Cro-cro. Oui. Barbossa, l'Empire des Caraïbes. Alors du coup, le film est bon, mais c'est pas la personne, c'est Elizabeth Swann qui dit ça. Ah ouais? Oui, mais Ah, du tiens, coup, ok. mais bravo. Mais Pierre des en tout Caraïbes, cas. du coup. Bravo. 0,5. Franchement. Ah non, c'est lui, il dit la mort est une journée qui mérite d'être vécue. C'est pour ça que Exactement. j'ai... Pareil, un autre discours. Un héros peut être n'importe qui. Même un homme qui fait quelque chose d'aussi simple que réconforter un petit garçon en lui disant que le monde n'est pas fini. Batman... Putain, alors... Batman Dark Knight. Rises. C'est celui que tu penses? Pour moi, c'est le deuxième Batman de Nolan. C'est pas Rises? C'est Rises. C'est Rises. C'est Rises, bravo. Rises. On peut l'applaudir, Lenny, un point. Techniquement, Seb... Seb va aussi Alors lui, il est avoir un petit peu plus évident pour ceux qui l'ont, parce que la première phrase, pour moi, elle est Comme significative. n'importe quelle réponse de la Terre. Enfin, pardon. Non, ah non. Là, les autres, vous avez du mal. Normal, Alors là, je vais pas faire avec l'accent, mais... Si, Allez, vas-y, on veut non, l'accent. Si, on veut l'accent. Non. Je suis fatigué, patron.
Croco. Oh, t'as... La ligne verte. Oui, bravo. Ma quoi? Fatigué d'aller partout, seul Ma comme un gueule. moineau sous la Qu'est-ce pluie, que là, fatigué d'avoir jamais des gens qui se battent et qui se détestent. J'ai fait un petit accent. Fatigué de toute la douleur que je ressens et Galère. entends dans le monde tous les jours. Il 14 y en ans, a c'est trop. une nation, ça. Voilà, bravo en tous les cas. Allez, on en fait encore un peu plus évident ou ça va pour l'instant? Le niveau pour vous, il est bien, pas bien? Écoute, ça je va, gagne, ouais, donc ça va. Ça va. On a les réponses, donc c'est bon. Alors lui, il est culte aussi. Le monde n'est pas tout soleil et arc-en-ciel. C'est un endroit méchant et dur. Peu importe à quel point tu es fort, il te mettra à genoux et te laissera là si tu le Flamby. laisses faire. Alors, je sais plus exactement lequel, mais c'est un Rocky. Je dirais Rocky Ah, putain, oui. Balboa. non Oui, bravo, exact en plus. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas la force avec laquelle tu frappes qui compte, c'est la force avec laquelle tu encaisses et continues d'avancer. Peut-être le seul truc qui mérite Je de me voir fais tatouer. Rocky Balboa. Putain, c'est chaud. Alors, je vous propose... Allez, peut-être un peu... Oh, bah celui-là, je l'ai adoré. Tenez la ligne, restez avec moi. Si vous vous trouvez seul, à cheval, dans les verts pâturages, ne soyez pas troublés, car vous êtes au paradis et vous êtes déjà mort. Ce que nous faisons dans la vie... Flamby. Gladiator. Et tu finis? Ah ouais, bien joué. Tu peux finir ou pas? Bah, Gladiator. Pour moi, La réplique? Ah, pas du tout. Alors, ce que nous faisons dans la vie résonnera jusqu'au machin. résonne dans l'éternité. Allez, vas-y. Bravo Lenny. Bravo, hein, franchement, vous êtes bien là. Pour une fois que je marque des points, c'est rare. Pareil, laisse tomber, j'adore ce jeu. Allez, on fait encore 2 discours. Allez. Allez. C'est assez pour rattraper ou pas? Si par exemple je gagne les deux. Marion, Ce serait une triple égalité, techniquement. Ouais, ce serait une Parce triple. qu'on- Chacun un, moi. Parce qu'on est à 3 tous les deux, je crois. Allez, si t'as les deux là, potentiellement, il y a une triple égalité. Ok. Alors, culte. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde si Flamby. possible. Oui. Bah, Chaplin. Putain. Le non, mais dictateur. je l'ai pas. Bah, j'ai... Tu l'as pas? Le dictateur, du Oui, coup. bravo. Ah, il est en action, bien joué. Mais... Bah, tu sais, tu C'est l'avais ça. en vrai, non, c'est Non, mais j'avais Non, pas. mais Non, bah non, j'avais il pas. y a, pour le coup, J'avais pas. il y a eu juste le nom de l'acteur. Je suis désolé. Je suis Non, désolé, empereur, je suis j'avais désolé. pas. Non, Allez, un autre. Bon, allez, celui-là. Je vais pas dire le nom de la ville. Bonsoir. Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici. Je suis venu vous dire que vous avez perdu votre liberté, que la peur et l'obéissance ont remplacé. Oui, c'est c'est Vendetta. Bravo. Oh, et on chaud. finit là-dessus. Bravo. Et nous avons une belle égalité d'Aline et de Lenny. Bravo. Beau match. Franchement, Bravo à tous. bravo, c'était beau. Franchement, Merci pour ce jeu. vous m'avez impressionné et honnêtement, vous avez impressionné nos auditeurs qui ont été heureux de vous avoir en tant que chroniqueur, chroniqueuse. Merci beaucoup, Aline, pour ces chroniques. Avec plaisir, bah, c'est toujours un plaisir partagé. Waouh. Merci beaucoup, Raph et Jean-Philippe. Les deux, on les aime autant. Hein, tes doubles personnalités. pareil. Allez, bonne soirée, les copains. Bonne soirée. Bonne soirée, super. bon voyage. Bon voyage dans les tranchées. Attention à gauche, c'est un peu étrange. Et plutôt à droite. C'est un bord Connard. politique. Ok. Connard. Je t'ai laissé un petit blanc J'avoue exprès. qu'en plus, oui. Oui, je l'ai fait exprès, je l'ai Je fait me suis exprès. tiré une balle dans le pied. ça. C'est. Mais t'inquiète, je te soutiendrai, pas Idole. toujours. Tu m'as piégé Merci dans le pied. beaucoup, Lenny, évidemment, pour cette émission. Bah, toujours un plaisir. Après, j'avoue que je suis surpris, mine de rien, que tu soutiennes pas tant que ça, Raph, vu parfois les vannes ou les propos qu'il y a T'as eu, vu ou comment les il me personnes- considère? Ouais, c'est un peu. C'est surtout visé C'est un peu pour moi. des deux côtés. Ouais, mais c'est surtout visé, donc ça me blesse Une belle profondément. Ouais. Peut-être qu'il faut que ça se termine. Non, moi, non, c'est pas un Ça, personnage. bah, toi, c'est pas un personnage, moi, oui. Moi, la réalité, là. Ouais, bah, c'est elle est pour là, ça, la c'est réalité. compliqué. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Oh, voilà. Un autre discours. Merci beaucoup, Seb, et très heureux de ce retour. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, tout le monde sera très heureux de te retrouver, j'en suis certain. On a hâte, encore une fois, de te retrouver pour une prochaine émission le plus rapidement possible, s'il te plaît, par pitié. Merci beaucoup, Marion, à la régie. Ouais. Ouais, ça va? Oui, d'ailleurs, j'ai eu les retours des auditeurs en fonction de qui a mieux présenté son film de Cronenberg. D'accord. Et c'est Aline qui a gagné. Voilà. Je tiens à D'accord, dire. waouh. Bravo, Aline. C'est normal. Vigo. Doublement gagné.
Voilà, Oui, c'est ça. C'est jamais juste si pour rigoler. regarde. Ah oui, pour ça, principalement. C'est Nickel. lequel T'es une femme de goût, j'adore. C'est quoi ton public là, juste ton sondage? Tu pourras me donner les noms? Alors j'ai commencé par moi-même et puis après je me suis arrêtée là parce que j'étais un peu fatiguée. Normal. D'accord. Ça vaut au moins 1000 voix, donc Voilà. tranquille. On va dire que c'est objectif du coup. Absolument. Merci évidemment de nous écouter sur cette émission On n'est pas filmé sur Station B. On est très heureux de vous retrouver à chaque fois et on vous prépare de prochaines surprises pour cette fin de saison. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, Apple Podcast, Spotify. On est presque partout et on est filmé surtout sur YouTube grâce à notre ami Lenny. Donc évidemment, retrouvez-nous pour une prochaine émission dont on n'est pas filmé. Où est-ce qu'il est ce con de Perchman? C'est très fin, ça se mange sans. Moteur! Oh putain, moteur!